Le 27 juillet 2023, un jeune porteur gisait mourant près du sommet de la montagne brutale du K2. Il n'avait pas de gants, pas de combinaison adaptée, pas d'oxygène, et il n'était même pas inscrit sur le permis officiel. Alors que Muhammad Hassan s'est effondré au goulet d'étranglement, l'un des points les plus mortels de la planète, des alpinistes l'ont enjambé, poursuivant leur rêve de sommet pendant qu'il mourait lentement de froid. Sa mort n'était pas seulement tragique, c'était une tache noire obsédante dans l'histoire de l'alpinisme. Un moment qui a forcé le monde de l'alpinisme à se demander ce qu'il était devenu. Mais en 2025, tout est différent. Les règles, l'équipement, l'éthique et la façon dont le monde observe chaque pas. Des parapentistes au sommet, aux répressions et chaos climatique, l'ascension du K2 changera à jamais après 2025. Bienvenue dans l'extrême. Dans le domaine de l'alpinisme extrême, une montagne domine presque toutes les autres, évoquée avec un mélange de crainte et d'admiration, le K2. C'est le deuxième plus haut sommet du monde, culminant à 28 251 pieds dans la chaîne du Karakoram, à la frontière entre la Chine et le Pakistan. Pourtant, sa réputation de brutalité éclipse souvent celle de son frère légèrement plus haut, l'Everest. Connu dans le monde de l'alpinisme sous le nom de la montagne sauvage, K2 représente un défi sans égal où l'ambition humaine se heurte à la puissance brute et impitoyable de la nature. Les pentes du K2 sont célèbres pour leurs difficultés, avec des zones très dangereuses comme la pyramide noire et le goulot d'étranglement, nécessitant une grande compétence et résilience des alpinistes. Le plus terrifiant est dès que le K2 affiche un taux de mortalité élevé, de nombreux alpinistes y perdent la vie en descendant. Jusqu'à 37% des personnes meurent sur la montagne lors de la descente, ce qui est nettement plus élevé que les 27% sur l'Everest. Pourquoi des individus risquent-ils leur vie à gravir une montagne si redoutable? Pour certains, c'est l'épreuve personnelle ultime, une quête pour repousser les limites de l'endurance humaine face à un sommet souvent considéré comme le saint graal de l'alpinisme. Pour d'autres, notamment les peuples autochtones des montagnes, cela exprime une grande fierté nationale et la mission de planter leur drapeau au sommet, symbole de réussite en alpinisme. Peu importe la motivation, cette montagne tristement célèbre attire chaque année des alpinistes du monde entier. En 2024, on estime qu'environ 175 permis ont été délivrés pour le K2. Les médias ont indiqué que 50 à 65 personnes ont atteint le sommet. Le nombre précis de permis et de sommets demeure incertain car le gouvernement pakistanais, contrairement au ministère du Tourisme du Népal, ne publie pas de rapport. La plupart des expéditions vers ce sommet suivent un schéma général. Pour rejoindre les rares alpinistes au sommet du K2, il faut d'abord payer plusieurs milliers de dollars pour le permis. Une fois cela fait, et après avoir acheté tout l'équipement personnel dont vous avez besoin, il est temps de faire vos valises et de vous rendre à l'aéroport. De là, vous prendrez l'avion pour Skardu, au Pakistan, qui sert de porte d'entrée à la magnifique chaîne de montagnes du Karakoram. Après un long trajet en bus chaotique jusqu'à Askol, vous entamerez une marche difficile d'une semaine vers le camp de base. Déjà épuisé par le voyage, ici commence réellement plaisir et danger. Vous passerez des semaines à acheminer des provisions vers les camps supérieurs, à installer des cordes pour l'ascension finale et à vous acclimater en même temps. Vous affronterez des vents violents, de fortes neiges et le risque de disparaître dans une crevasse sans jamais être retrouvé. En jouant bien vos cartes, après des semaines d'escalade difficile et de froid intense, le ciel s'ouvrira et vous atteindrez le sommet de la deuxième plus haute montagne du monde. Pour beaucoup, c'est une occasion unique dans une vie et cela vaut le risque. Cependant, rares sont ceux qui atteignent le sommet et survivent pour raconter l'histoire. Pour beaucoup, c'était leur dernier sommet. Le 27 juillet 2023, Mohamed Hassan, un porteur pakistanais de 27 ans, faisait partie d'une équipe sur le K2 engagée par le célèbre voyagiste Lila Peak Expeditions. Mohamed avait pour mission d'installer des cordes de sécurité fixes pour les alpinistes de l'expédition. Mais ce n'est pas une tâche facile. Chaque fixation devait être soigneusement mise en place. Pendant tout ce temps, il a dû lutter contre la chute des températures, les vents violents et un terrain dangereux qui, à tout moment, pouvaient le faire tomber de la montagne. Mais ce n'était pas le seul danger auquel il faisait face.
C'était la première fois que Muhammad affrontait un 8000, terme d'alpinisme pour un sommet de plus de 8000 mètres. Bien qu'il ait passé beaucoup de temps comme porteur en basse altitude sur le K2 et le Spantik, cette expédition était différente de tout ce qu'il avait connu auparavant. Tout était bien plus intense, de l'escalade à la météo imprévisible, et bientôt, il allait affronter de plein fouet la brutalité de la montagne. Petit détour sur ce train du chaos. Si tu veux plus d'histoires brutes et non censurées qu'on ne peut pas montrer ici, rejoins la communauté Extreme sur Patreon. On se retrouve sur le vrai Extreme Edge. Dans la nuit du 27 juillet, Muhammad transportait des cordes pour l'équipe de Sherpa. À environ 26 900 pieds, au-dessus du niveau de la mer, il a glissé et est tombé sur plus de 6 mètres le long d'une pente de neige raide s'emmêlant dans les cordes fixes. Il a crié de douleur lorsque le fouet des cordes a brisé ses jambes. Il a commencé à appeler à l'aide alors qu'il pendait, incontrôlable, la tête en bas, se balançant d'un côté à l'autre. Il est difficile d'imaginer le niveau de peur qui s'emparerait de quelqu'un dans une situation aussi terrifiante. Chaque minute, le risque d'hypothermie grandissait, mettant la vie du jeune porteur en danger. Les Sherpas se sont rapidement précipités à son secours et ont essayé de le remonter. Mais même avec plusieurs personnes tirant sur la corde, cela n'a pas été possible. Puis, l'impensable s'est produit. Les Sherpas auraient abandonné Muhammad, le laissant suspendu la tête en bas, souffrant atrocement, tandis qu'il poursuivait l'installation des cordes. Mais le pire, aucun secours n'arrivait. D'autres expéditions, présentes ce jour-là sur la montagne, ont dû enjamber le corps affaibli de Muhammad. Ces cris terrifiants se sont vite transformés en murmures faibles, et peu de temps après, il s'est tu. Alors que les alpinistes progressaient vers le sommet, plusieurs ont dû regarder Muhammad suspendu au-dessus du célèbre étranglement. Kristin Harila, alpiniste norvégienne d'origine sami et ex-skieuse de fond, en faisait partie. Elle faisait partie d'une grande expédition ce jour fatidique. Son récit de l'histoire allait plus tard donner des frissons aux auditeurs lorsqu'elle a décrit les événements qui se sont produits. Alors que son équipe avançait vers le sommet, ils ont aperçu Muhammad suspendu à l'envers, 5 mètres, sous le goulet. Il n'avait ni combinaison en duvet, ni oxygène, et son ventre était découvert. Il était exposé aux températures glaciales et au vent cinglant. Kristen affirme que lorsqu'ils ont vu la gravité de la situation, ils ont fait de leur mieux pour aider le porteur, allant même jusqu'à risquer leur propre vie. Un Sherpa de son équipe a attaché la corde et est descendu lentement jusqu'à Muhammad pour tenter de le retourner. Il était alors évident que les jambes du porteur étaient cassées. Il ne réagissait pas et mourait de froid. Kristen et son équipe ont tenté d'aider le porteur et, après plus d'1 heure, ont réussi à retourner Muhammad et à lui donner oxygène et eau chaude. S'ils voulaient tenter de lui sauver la vie, ils devaient agir rapidement, mais le temps jouait contre eux, et quelques instants plus tard, une série d'événements malheureux allait forcer l'équipe de Kristen à se séparer. L'annonce d'une avalanche et d'un souci avec l'équipe de fixation a incité Kristen et les Sherpas à poursuivre sur le sentier, tandis que Gabriel Tarso, leur caméraman, est resté avec Mohamed durant des heures, partageant son oxygène et risquant sa vie. Finalement, il a réussi à fabriquer un système de traction avec 3 ancrages et une corde. Avec l'énergie qu'il leur restait, lui et l'ami de Muhammad l'ont peu à peu hissé jusqu'à une petite corniche de glace pour qu'il puisse s'y reposer. Ils lui ont donné de l'eau chaude et ont tout tenté pour réchauffer son corps. Mais fournir de l'oxygène à Muhammad a vite épuisé ses réserves, le forçant à partir et rejoindre les autres vers le sommet. Un autre alpiniste a donné une bouteille d'oxygène à Gabriel, mais à leur retour à l'étranglement, il était trop tard. Muhammad était malheureusement décédé. Dès l'instant où ils ont posé les yeux sur Muhammad, cependant, l'équipe savait au fond d'elle-même qu'il n'y avait rien qu'ils auraient pu faire. Comme ses jambes cassées, il devait être transporté. Mais Kristen a précisé en interview qu'il faut 4 à 6 personnes pour transporter quelqu'un, surtout dans des zones dangereuses. Le passage est si étroit qu'une seule personne peut se tenir devant et une derrière l'aider. Dans ce cas, il était impossible de descendre Hassan en toute sécurité sans risquer davantage de vie. D'autres personnes ayant assisté à l'événement ont vivement critiqué l'absence de mission de sauvetage. Ils ont dit qu'à la place de Mohamed, un occidental aurait bénéficié d'une opération de sauvetage plus énergique. Mais comment ? Tout cela, c'était des alpinistes qui s'entraidaient.
Ils n'avaient ni autorité, ni possibilité d'appeler des secours. L'emplacement traître de l'incident rendait pratiquement impossible l'accès d'une équipe de secours ou d'un hélicoptère à Mohamed, ne leur laissant aucune option que de le laisser mourir. Mais qu'en pensez-vous? Compte tenu du danger du passage étroit, laisseriez-vous quelqu'un mourir seul sur la montagne? Ou resteriez-vous en arrière pour essayer d'organiser une forme de sauvetage? Après une enquête du gouvernement du Gilgit-Baltistan, l'organisme de régulation de l'alpinisme a conclu que l'Ilapic Expedition avait enfreint plusieurs règles. Absence d'équipement adéquat pour Hassan, embauche d'un porteur d'altitude inexpérimenté et absence d'assurance requise. En termes simples, ils étaient en partie responsables de la mort du jeune porteur. Il a gravi l'une des montagnes les plus hautes et dangereuses du monde sans équipement adéquat, comme une combinaison en duvet, des gants et de l'oxygène. Pourtant, malgré le total manque de considération pour la vie de Mohamed, le groupe de touristes n'a écopé que d'une interdiction d'opérer pendant 2 ans. Sur le cas 2, beaucoup jugent la sanction trop légère. La mort tragique de Mohamed a entraîné des recommandations pour renforcer la sécurité des porteurs. Ces changements et les futures réglementations vont transformer l'expérience du K2, amenant de nombreux alpinistes à estimer qu'après 2025, la montagne ne sera plus jamais la même. À la suite de la mort du porteur, cela a mis en évidence à quel point ce travail peut être dangereux. Vous voyez, la vie d'un porteur n'est pas facile. Ils transportent de lourdes charges, installent des cordes sur des sentiers dangereux et risquent leur vie chaque jour au travail. Certains alpinistes affrontent l'embouteillage du K2 3 ou 4 fois, mais un porteur comme Mohamed le fait des dizaines de fois par saison. Beaucoup d'alpinistes estiment ne pas être justement payés pour leur travail risqué. Les porteurs d'altitude, lors des expéditions, au K2 en particulier, ceux qui travaillent au Pakistan, sont souvent payés beaucoup moins que les Sherpas au Népal, malgré des conditions difficiles et des altitudes élevées. Un porteur de basse altitude au K2 peut toucher aussi peu que $55 pour 3 semaines de travail sans qu'il y ait de tarifs fixes pour les porteurs d'altitude. Beaucoup estiment que les tarifs standards sont trop bas, même si certaines entreprises complètent dans les salaires ou recueillent des pourboires en plus. Pouvez-vous imaginer risquer votre vie à porter des charges écrasantes sur certains des terrains les plus dangereux de la planète pour l'équivalent de quelques cafés et pâtisseries de chez Starbucks? Pourtant, pour de nombreux porteurs, c'est leur réalité quotidienne. La mort de Mohamed a eu un effet d'entraînement sur certains des changements que les alpinistes vont bientôt constater sur le K2. Cela a non seulement mis en évidence la nécessité d'un meilleur traitement pour les porteurs, mais aussi à quel point leur travail est dangereux. Le rapport du gouvernement pakistanais sur l'incident a mis en lumière plusieurs problèmes, notamment le manque d'équipement adéquat, de formation et d'assurance pour les porteurs d'altitude ou High Altitude Porteurs. Cela a abouti à de nouvelles lois imposant une assurance obligatoire pour des personnes comme Mohamed. Les High Altitude Porteurs seront couverts et l'assurance devra aussi être fournie pour les guides, cuisiniers, aides de cuisine et porteurs de basse altitude, selon les nouvelles lois gouvernementales. Pour de nombreux candidats au K2, l'assurance est comprise dans le forfait des expéditions offertes par des groupes comme Makalu Extreme Treks et Expéditions. C'est un tournant majeur pour les porteurs et cela garantira qu'ils reçoivent la protection financière adéquate non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille, si jamais il leur arrivait quelque chose pendant qu'ils sont en montagne. Le risque de blessure ou de décès est important et l'évacuation médicale peut être extrêmement coûteuse. Par exemple, une évacuation en hélicoptère au Pakistan peut coûter jusqu'à $25 000. Ainsi, en bénéficiant d'une assurance, les porteurs ont accès non seulement à une protection financière en cas de blessure grave ou pire, mais aussi à des services d'évacuation médicale d'urgence. Mais les autorités font plus pour assurer la sécurité des alpinistes. Suite au renforcement des règles, les responsables ont annoncé que tout groupe de touristes ne respectant pas les obligations, comme l'assurance ou l'équipement de leur personnel, risquera de lourdes sanctions. Celles-ci pourraient inclure de fortes amendes ou la suspension des permis d'ascension. Cette application stricte pourrait être une réponse au tollé suscité à la suite du décès malheureux de Mohamed. Comme indiqué plus tôt dans la vidéo,
le gouvernement du Gilgit-Baltistan a interdit pendant 2 ans les expéditions au Lila Peak pour n'avoir pas fourni à Mohamed un équipement adapté, ce qui a contribué à sa mort. Cela a été un coup dur pour l'entreprise basée à Skardou, dirigée par les frères Anwar et Akbar Saïd, car tous les sommets de plus de 8000 mètres du Pakistan se trouvent dans le Gilgit-Baltistan, mais il y a plus encore. Ceci a servi d'avertissement glaçant à tout organisateur négligeant le bien-être de ses employés. Ce ne sont là que 2 des nombreux changements à venir sur le K2 dans les prochaines années, mais aucun n'affectera le tourisme et les alpinistes eux-mêmes, autant que les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur sur la montagne cette année. Comme beaucoup des sommets les plus convoités du monde, le K2 est sous la juridiction d'un gouvernement. Le gouvernement du Gilgit-Baltistan au Pakistan délivre des permis pour gravir le K2 par le versant sud. Le gouvernement chinois, via ses autorités au Xinjiang, délivre des permis pour le versant nord du K2. L'itinéraire le plus populaire pour gravir la montagne est l'arête Abruzzi, située sur la face sud de la montagne, du côté est pakistanais. C'est là que la majorité des ascensions du K2 commencent, Gladin, et où la plupart cherchent à obtenir un permis. En 2025, le gouvernement du Gilgit-Baltistan a laissé la communauté des alpinistes sous le choc, après avoir annoncé une augmentation significative des frais de permis. Les années précédentes, les alpinistes pouvaient demander un permis de groupe couvrant jusqu'à 7 grimpeurs pour environ 12 000 $. Chaque grimpeur ajouté à l'expédition coûtait 3 000 $ de plus. Mais, à la déception des alpinistes, cela va changer et ils devront payer bien plus cher pour atteindre le sommet de cette montagne tristement célèbre. Les autorités du Gilgit-Baltistan ont supprimé les frais collectifs et instauré une redevance individuelle de 5 000 $ par grimpeur. Un groupe de 7 alpinistes qui a payé 12 000 $ cette année devra donc payer 35 000 $ en 2025. C'est une hausse de près de 200%. La nouvelle n'a pas été bien accueillie par les guides dont les moyens de subsistance dépendent du tourisme. Selon Saliporic de Jasmine Tour, ce n'est pas bon pour la promotion du tourisme d'aventure au Pakistan. Mingma Sherpa, propriétaire d'Imagine Népal, a aussi partagé ses inquiétudes sur les réseaux sociaux, indiquant que le nombre d'alpinistes au Pakistan a baissé cette année et chutera encore si les nouveaux tarifs sont confirmés l'an prochain. Il a ajouté en outre « Nous avons nos réservations pour l'année prochaine, mais cela pourrait être notre dernière saison au Pakistan. » Ainsi, le gouvernement pakistanais pourrait réduire à lui seul le nombre d'alpinistes venus chaque année en raison de la forte hausse des prix des permis. Cette année, tout a culminé quand de nombreux voyagistes locaux ont saisi la Cour suprême du Gilgit-Baltistan. Quand le tribunal a suspendu la hausse des prix, le gouvernement pakistanais a choisi de retarder l'octroi de nouveaux permis. À ce stade, le désaccord entre les responsables et les voyagistes s'était transformé en une impasse à l'ancienne. Depuis, cela s'est transformé en cauchemar pour les touristes sur place qui avaient pris l'avion prématurément pour le Pakistan dans l'espoir d'obtenir un permis. Le 26 mars, Dawn a indiqué que plus de 200 randonneurs et alpinistes étrangers ont demandé, via leurs voyagistes, à faire de la randonnée et de l'alpinisme au Gilgit-Baltistan, mais le département du tourisme n'a pas délivré de permis. Les touristes ont été bloqués car les agences n'avaient pas les permis requis pour randonner ou faire de l'alpinisme sur des montagnes comme le K2. Au final, beaucoup ont été contraints de rentrer chez eux sans jamais voir les paysages à couper le souffle qu'on leur avait promis. Pouvez-vous imaginer dépenser des milliers de dollars pour les vols, l'hébergement et parcourir des milliers de kilomètres à travers le monde pour qu'on vous dise ensuite que vous ne pouvez pas escalader le K2 parce que le gouvernement ne délivre pas de permis? La guerre continue entre les voyagistes et les autorités pakistanaises a des conséquences sur ceux qui souhaitent escalader le K2 et beaucoup ont choisi de partir ailleurs. Cependant, il y a une lueur d'espoir. Des estimations non officielles prévoient des prix autour de 3 000 $ par personne. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi un gouvernement qui facturait déjà au moins 12 000 $ par expédition voudrait encore augmenter ce prix. Les responsables expliquent que cette hausse compense les coûts environnementaux, la gestion des déchets et reflète le vrai coût de l'ascension de cette montagne. Un facteur clé a été l'introduction d'une taxe de gestion des déchets en 2023 visant spécifiquement l'impact environnemental des expéditions d'alpinisme. Donc, bien que ces raisons soient incrédibles, la question demeure. Fallait-il vraiment augmenter le prix de près de 200% pour couvrir ces coûts ?
Beaucoup d'alpinistes et d'organisateurs disent non, mais la forte hausse des prix n'est qu'un début de changement. Ce qui risque d'être le plus unique pour nous, alpinistes, dans les prochaines années, c'est l'accès à l'Internet haut débit en montagne. Oui, vous avez bien entendu. Il est possible que les alpinistes, non seulement au camp de base mais aussi dans des endroits en haute altitude, puissent me partager un flux en direct de leur expédition. Et tout cela, c'est grâce au célèbre fournisseur d'accès Internet par satellite d'Elon Musk, Starlink. Pendant des années, le gouvernement pakistanais avait imposé des restrictions sur Starlink, empêchant son utilisation dans le pays. Cependant, en mars 2025, un accord a été conclu, ouvrant la possibilité d'un accès Internet haut débit même dans les régions les plus reculées de la nation. Cela inclut des zones comme le K2 où les alpinistes peuvent accéder à Internet haut débit à des dizaines de milliers de pieds au-dessus du niveau de la mer, à condition que l'équipe d'expédition apporte l'un des satellites relativement légers et une source d'alimentation. Des expéditions au K2 ont déjà tenté d'utiliser Starlink pour communiquer, dont celle organisée par Imagine Népal en 2023. Ils espéraient ainsi permettre aux équipes de communiquer avec le camp de base et de recevoir en temps réel les mises à jour météo essentielles pour la sécurité étalée dans la planification des ascensions. Mais malheureusement, à ce moment-là, le gouvernement pakistanais avait désactivé l'utilisation de Starlink dans le pays, et l'essai a finalement échoué. Mais, avec l'accord de 2025, il y a de l'espoir que l'utilisation d'Internet par satellite au sommet du K2 puisse potentiellement révolutionner le monde de l'alpinisme, ouvrir de nouvelles possibilités et améliorer l'expérience globale. Espérons que cela aidera les alpinistes à consulter les prévisions d'avalanche et à vivre une expérience plus sûre sur le K2. Le K2 est réputé comme l'une des montagnes les plus dangereuses où chaque année des dizaines de personnes risquent leur vie. Mais avec Starlink, qui utilise un routeur Internet pouvant être installé n'importe où, cela offre aux alpinistes la possibilité d'envoyer des signaux de détresse ou d'appeler à l'aide via la communication par satellite. D'autres y voient aussi un moyen de promouvoir ce sport. Les alpinistes pourront partager leurs expériences en temps réel sur les réseaux sociaux ou blogs en montagne. Nous pourrions entrer dans une ère où les grimpeurs diffusent chaque jour des vlogs depuis le terrain difficile et imprévisible du K2, montrant l'expédition en temps réel. Les possibilités sont infinies, et la disponibilité de Starlink sur le K2 représente une avancée transformative pour les expéditions d'alpinisme en haute altitude, améliorant la sécurité, la communication et la gestion globale de l'expédition. Si vous êtes surpris par l'utilisation de Starlink sur le K2, attendez d'entendre parler du prochain grand changement qui devrait arriver dans les années à venir. Cela pourrait totalement révolutionner la façon dont les alpinistes redescendent la montagne. Spectateurs réguliers de la chaîne, vous connaissez les dangers de la descente. L'épuisement dû à l'ascension, la fatigue mentale et physique de la descente, le terrain traître et la menace constante de chute se combinent tous pour créer une situation périlleuse. Et si un moyen existait pour tout éviter? Et si les alpinistes pouvaient en juste décoller de la montagne? Eh bien, cela est sur le point de devenir une réalité, mais peut-être pas de la façon dont vous l'imaginez. Le parapente depuis le sommet du K2 suscite un vif débat parmi alpinistes et amateurs d'aventure. En 2024, Jean-Yves Frederiksen, également connu sous le nom de Blutch, a réussi à atteindre le sommet de la montagne, puis s'est élancé du sommet jusqu'au sol en utilisant un parapente. La descente a dû ressembler à quelque chose tout droit sorti d'un film. Alors que Jean redescendait lentement vers la terre, son champ de vision devait être rempli de vues, à couper le souffle à 360 degrés sur la chaîne du Karakoram environnante, comprenant des montagnes enneigées, des glaciers et une vue panoramique sur le paysage accidenté, coincé entre la Chine et le Pakistan. Jean avait une place spéciale dans son cœur pour son parapente, qu'il appelait souvent sa corde et sa sécurité. Dans une interview, il a dit « Avec lui sur mon dos, je suis sûr que si quelque chose arrive, je peux toujours m'échapper et redescendre en volant. » Jean était l'un des 4 alpinistes français à atteindre le sommet du K2 le 28 juillet 2024 sans oxygène. Mais ils ont fait la une pour une autre raison. Jean, aux côtés de Benjamin Védrine, Liv Sansos et Zeb Roche, ont marqué l'histoire en étant les premières personnes à réussir à faire du parapente depuis le sommet de la montagne. Mais leur exploit impressionnant a de nouveau soulevé la question dans le monde de l'alpinisme. Pourrait-il être utilisé en cas de besoin? L'avantage le plus évident du parapente depuis le sommet est son potentiel à servir de mesure salvatrice en cas d'urgence. Gravir le K2 est très risqué. La menace constante d'accidents ou de blessures.
Dans de telles situations dangereuses, le parapente pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Par exemple, si un alpiniste est blessé ou souffre du mal aigu des montagnes, le parapente offre un moyen d'évacuation rapide. Ceci est particulièrement crucial sur le K2, où le terrain accidenté et les conditions météorologiques extrêmes rendent les opérations de sauvetage extrêmement difficiles. Faire du parapente depuis le sommet réduit aussi les risques d'épuisement et d'accident dus à la fatigue lors de la descente. Gravir le K2 est une tâche extrêmement exigeante physiquement et, comme nous l'avons mentionné précédemment, la descente peut être tout aussi difficile. Le parapente depuis le sommet permet aux alpinistes d'économiser de l'énergie et de limiter leur exposition aux dangers. Faire du parapente depuis le sommet du K2 comporte des risques. La haute altitude et les conditions météorologiques imprévisibles en font une activité extrêmement difficile et technique. Les alpinistes doivent posséder une solide expérience et une formation poussée en alpinisme et parapente pour tenter un tel exploit. Ne vous étonnez pas si de plus en plus de gens font du parapente depuis le sommet du K2, comme moyen alternatif de descente en cas d'urgence. De tels changements sont naturels à mesure que l'alpinisme gagne en popularité. Le plus souvent, la communauté des grimpeurs joue un rôle important dans l'introduction de nouvelles réglementations, mais les autorités jouent également leur rôle en veillant à la sécurité non seulement des touristes, mais aussi de tous ceux qui utilisent la montagne. Ce que l'avenir réserve au K2 reste incertain. Cependant, il est clair que les choses sont appelées à changer radicalement dans les années à venir. Des permis plus coûteux aux diffusions en direct grâce à Starlink, en passant par la possibilité de faire du parapente à partir de cette télécité. On peut affirmer qu'après 2025, l'ascension du K2 sera une expérience totalement nouvelle. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Soyez audacieux et courageux.